Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, et vous évidemment 0826 300 300 pour participer aux vraies voix de l'emploi ce soir, pour réagir, témoigner. Un numéro, c'est le numéro du standard de Sud Radio, et je vous le redonne, 0826 300 300. Douce France, cher pays de mon enfance. Alors, comprendre la France à quelques semaines de la présidentielle, comprendre notre douce France à quelques semaines de la présidentielle, et bien pour cela, il suffit de se procurer un ouvrage indispensable. C'est ce livre, La France sous nos yeux, le livre de Jean-Laurent Casely et Jérôme Fourquet. C'est en quelque sorte un état des lieux de la France. On va en reparler. Et l'un des auteurs qui est avec nous ce soir, on est ravis. Jean-Laurent Casely, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue sur Sud Radio. Tiens, juste avant de vous donner la parole, Jérôme Laverny, qu'est-ce que vous avez retenu globalement de cet état des lieux? Alors il y a beaucoup à dire, une émission d'une demi-heure ne suffit pas évidemment. Nous allons dans les vraies voies de l'emploi beaucoup parler du volet économique, et c'est ce qui nous intéresse. D'abord il faut le montrer, ce livre. Ah oui, bien sûr. Il est indispensable, on en a déjà parlé, et chose première, chose due à nos chers auditeurs pour qu'ils deviennent lecteurs de ce livre, encore une fois indispensable. Alors pourquoi indispensable? D'abord parce qu'il n'y a rien de plus difficile à voir que ce que l'on a devant les yeux, sous les yeux, et ce titre est hyper opportunément choisi, parce que c'est pas simple. C'est tellement pas simple que des Montesquieu ont prêté ça dans les yeux d'un Perse, et puis des Cadalso en Espagne ont prêté ça dans les yeux d'un Marocain. C'est très difficile à voir, à faire une photographie d'un tapis. Ouais. Ça n'est pas simplement une photographie à un instant T, c'est une photographie avec le recul des années qui viennent de s'écouler. Et puis, ça n'est pas des prédictions, mais des choses qui permettent de réfléchir aussi à l'avenir. Ce livre est indispensable aussi parce qu'on a entendu tout un tas de témoignages, notamment pendant les Gilets jaunes, l'épisode des Gilets jaunes, sur lequel s'arc-boute beaucoup cet ouvrage. Et notamment, je me souviens du témoignage d'une personne qui disait: mais moi je ne comprends pas, mes parents avaient 4 enfants, ils s'en sortaient très bien, et moi j'en ai que 2, et ça va pas, et on n'arrive pas à s'en sortir. Ce livre dit pourquoi, et dit comment on est passé des parents de ce monsieur à ce monsieur. Ce livre est aussi indispensable et incontournable parce qu'il ne se perd pas en circonvolution, en posture politique d'un engagement quelconque, mais il dit les choses. Ce livre donc devrait être indispensable, non pas tant seulement pour nos chers auditeurs et devenir des lecteurs, mais pour nos chers candidats dans quelques mois, qui, à défaut de subir l'obligation de recueillir des parrainages, devraient faire une fiche de lecture sur cet ouvrage, parce que tout y est vraiment. Et je dirais, je parle sous couvert cette fois-ci de Jean-Laurent Casely, qu'il y a un fil rouge quand même, un constat, un postulat de départ, cette surprenante mutation qui a supposé que l'on passe d'années de production, d'années où l'industrie était très forte, avec des pourcentages à tout point de vue, et puis dans une lente mutation où tout d'un coup, les usines ne sont plus devenues les sanctuaires de l'économie, mais tout d'un coup des centres commerciaux qui sont devenus à la fois des sanctuaires de l'économie, mais pourquoi pas des sanctuaires religieux. Bref, on est passé d'une économie de la production à la consommation, avec tout un tas de conséquences, et c'est vraiment précieux, sans pessimisme aucun, de regarder ça et de réfléchir et de se poser. Ce livre est juste génialissime. Il faut absolument l'acheter. La France sous nos yeux de Jean-Laurent Casely, qui est avec nous, et de Jérôme Fourquet. Alors justement, comment vous avez travaillé, vous, Jean-Laurent Casely, pour faire donc cet état des lieux de la France, pour avoir du recul, pour prendre de la hauteur? Comment vous avez fait ce constat? Est-ce que vous avez recueilli des témoignages? Comment vous avez procédé à ce grand travail? Alors déjà, merci Jérôme pour la présentation super élogieuse du livre. Bien dans le micro, Jean-Laurent, bien dans le micro. Alors voilà. C'est bon. C'est vrai que c'est un bouquin un peu assez original. C'est à la fois un essai et c'est aussi une enquête. Il y a une dimension, je dirais, théorique, il y a une dimension journalistique. On s'est beaucoup baladé en fait, Jérôme Fourquet, mon co-auteur, et moi en France. On le fait pour raison professionnelle, mais aussi parce qu'on aime bien ça. Et souvent on est, je sais pas, en train, en voiture, ici ou là, et on s'envoie des textos ou des images de ce qu'on voit.
parliez des zones périphériques, des zones commerciales par exemple, en se disant voilà, moi j'ai repéré tel endroit, tel coin, il faudrait qu'on fasse un chapitre sur telle transformation du pays. Donc on a vraiment voulu parler de tous les sujets et faire feu de tout bois en termes de méthode, c'est-à-dire autant faire du reportage journalistique, mettre beaucoup de chiffres, de statistiques, puisque mon co-auteur Jérôme Fourquet travaille à l'IFOP, donc on a un gros réservoir de données de sondage, mais aussi de données de l'INSEE. On aime aussi faire des références ou des clins d'œil à des grands auteurs, que ce soit des chercheurs ou que ce soit des romanciers. On travaille par exemple, des fois on cite Michel Houellebecq, parce qu'il y a des choses assez marrantes dans ses romans sur le tourisme, sur les zones commerciales. Là, dans son dernier roman, il parle des EHPAD, peut-être qu'on en parlera. Donc voilà, on a vraiment voulu, on a aussi deux excellents cartographes qui ont travaillé avec nous et qui apportent justement de l'image en fait, et une mise en carte de toutes les transformations dont on parle. Donc c'est un livre qui est un peu un mix de toutes les méthodes qui existent. Petit commentaire, et je peux m'autoriser moi-même. Ce livre est donc lisible par tout le monde. Il a l'intelligence de se fonder sur le matériau. Il ne part pas de concepts conceptualisants qui sortiraient du cerveau d'un professeur de sociologie qui viendrait se surajouter au cerveau d'un journaliste. Non, il part juste de la réalité, de la curiosité. Et la curiosité, c'est la première marche de l'intelligence. Et c'est pour ça que ce livre est génial, parce que on se voit, on se regarde et on se dit zut, mince, oui, ils ont vu ça, mais sur des faits réels, sur des éléments probants. Sur tout ce que vous dites, Jean-Laurent Castelli, est-ce que vous pensez on va parler des candidats à la présidentielle, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle, est-ce que vous pensez que ces candidats ont la même réalité que vous, qu'on retrouve dans son livre, cette même réalité du terrain, ou pas ? Quand vous entendez leurs propositions, quand vous les entendez débattre. En fait, ils sont chacun sur dans leur couloir de nage, quoi. C'est-à-dire que chacun est dans son tunnel. Chacun voit une partie, évidemment, de la réalité. Chacun aussi insiste sur une partie, soit un diagnostic, soit un constat, soit un mélange entre un constat et un fantasme. Parce que c'est comme ça aussi qu'on emporte une partie des électeurs. Et puis après, nous, avec mon co-auteur, on essaie de décrire ce qui est encore une fois sous nos yeux. Et comme vous l'avez dit, Jérôme, ce qui est sous nos yeux, c'est souvent ce qu'on ne voit pas. Parce que c'est trop évident, parce que ça. On y est habitué. Ouais, exactement. Donc nous, on a voulu, pas mettre tout le monde d'accord, parce qu'on n'y arrivera jamais, mais on pense que chaque candidat pourrait lire. Peut-être pas tout, mais en tout cas une partie, et en tirer quelque chose, parce que c'est un constat qui est pas partisan. C'est pas non plus un livre de recettes, quoi. C'est pas comment être élu à la présidentielle, ni nos 10 propositions pour la France. C'est pas notre rôle, en fait. C'est plutôt partir du terrain, partir, alors, entre guillemets, du réel, et aussi, je dirais, de ce qui est proche. Nous, on aime beaucoup décrire des petits territoires. On parle de la banlieue parisienne, on parle de Biarritz, on parle du Perche, on parle de villes moyennes, on parle de littoral, on parle de stations de ski, on parle vraiment de tout ce qui est le quotidien des Français, tout ce qui est aussi leur environnement immédiat, leur cadre de vie, leur logement. On parle beaucoup des lotissements aussi, des zones dans lesquelles vivent les gens. Et on pense que ça peut servir, ça peut nourrir probablement toutes les réflexions des candidats. Est-ce que ça peut nourrir des programmes? J'en sais rien. À vrai dire, j'allais dire je m'en fous, c'est pas ça, mais c'est moins notre problème, quoi. C'est vrai. Par contre, donc, partons du postulat que donc on est passé de cette société, et vous en apportez la démonstration. 950 usines, si mes souvenirs sont bons, qui ont disparu dans un laps de temps relativement court. Si on part de ce postulat, donc d'une évolution d'une société de production et d'une consommation, on est dans les vraies voies de l'emploi. S'agissant de l'emploi, ça donne quoi? Ça se traduit comment? Quels sont les métiers qui émergent, qui se développent, et avec quel travers ou avec quelles choses positives? Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui est très frappant. Vous avez parlé de la crise des Gilets jaunes qui remonte maintenant à 3 ans. C'est vrai qu'à cette époque-là, je pense que les Français, puis les médias ont découvert collectivement la fameuse crise des ronds-points, cet urbanisme des périphéries, mais aussi certains métiers qui étaient associés à cette crise. C'était quoi? Rappelez-vous, il y avait beaucoup de caristes. C'était les gens qui manipulent les chariots en fait dans les entrepôts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il n'y a plus d'usines en France, mais il y a encore des entrepôts de logistique. Pourquoi? Parce que même si on fabrique pas les marchandises, il faut bien qu'on les livre, qu'on les achemine jusqu'aux consommateurs. Que ce soit dans les supermarchés, que ce soit directement chez vous, comme avec le e-commerce
et Amazon évidemment. Donc vous aviez beaucoup de gens qui travaillaient dans les entrepôts, chez les hommes, chez les femmes. Vous aviez beaucoup par exemple d'auxiliaires de vie, de gens qui s'occupent des personnes âgées, qui travaillent dans les EHPAD. Vous aviez des caissières de supermarchés. Donc en fait vous aviez tous ces métiers en fait qui sont aujourd'hui des métiers assez peu qualifiés, mais qui sont pas des métiers d'ouvriers d'usine entre guillemets, comme on en a parfois encore l'image mentale. On pense un peu au film des années 70 avec Jean Gabin. En fait, c'est plus du tout ça le monde populaire aujourd'hui dans la France contemporaine. Ça a changé. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on avait du mal à percevoir. Donc je pense qu'en termes d'emploi, l'une des traductions de la désindustrialisation et du passage vers une société de services, c'est ça. C'est que souvent, dans un territoire, dans une ville moyenne, le premier employeur, ça va être avec l'emploi public, ça va être l'EHPAD et le supermarché, par exemple. Alors, on s'en est rendu compte de cette désindustrialisation, en tout cas cette prise de conscience a eu lieu rappelez-vous, pendant la crise sanitaire, la crise du Covid, quand on manquait de masques, par exemple. Quand on manquait aussi de paracétamol parce qu'il y a eu une rupture de stock, et les Français se sont rendus compte qu'en France on ne fabriquait pas de paracétamol mais qu'on était dépendant. Est-ce que c'est une réelle prise de conscience? Est-ce qu'il y aura un avant et un après Covid en ce qui concerne l'industrialisation, la désindustrialisation? Ah oui, moi j'en suis persuadé, parce que rappelez-vous, à l'époque on a parlé des premiers de cordée qui étaient les soignants principalement, mais il y avait aussi les gens qui étaient en deuxième ligne, qui étaient tous les gens qui justement continuaient à acheminer les produits dans les supermarchés pour qu'on aille faire nos courses pendant notre petite heure quand on avait rempli notre attestation pour sortir. On avait les routiers en fait qui continuaient en fait à être sur les routes, pareil pour livrer la marchandise. On avait tout le personnel qui s'occupe des gens plus faibles. On avait en fait tous ces métiers des services qui étaient les métiers invisibles par excellence et qui tout d'un coup devenaient hyper ultra visibles. Alors c'est pas les gens qui étaient applaudis au premier titre, c'était plutôt encore une fois les infirmières, les médecins, mais il y avait aussi tout ce monde-là qui travaillait, qui généralement travaille dans l'ombre, en coulisses, en backstage comme on dit aussi dans le livre, et à ce moment-là, ces gens-là, ils étaient plutôt sur le devant de la scène. En tout cas, plein de Français ont été quand même forcés de reconnaître leur existence et leur importance. Alors certes, on les a applaudis au balcon, ces métiers-là, non pas les personnes parce qu'on ne les connaissait pas individuellement, mais les métiers d'une manière générale, en les nommant et en les baptisant d'essentialité, enfin bref, de tout un tas de vertus. Pour autant, ces métiers, en tout cas leur émergence et leur développement, disent aussi, et vous le démontrez, quelque chose de nous. Et si on se fait livrer une pizza d'un restaurant qui est à 500 mètres, si on commande un livre plutôt que d'aller dans la librairie qui se trouve à 3 km, il y a peut-être quelque chose aussi à revoir. Les politiques n'ont pas à tout dicter. La loi n'est pas là pour déclarer l'amour, pour déclarer la vertu, ni la morale. Elle est là pour l'encadrer peut-être, mais ça dit aussi quelque chose de nos travers aussi quand même un petit peu. Oui, tout à fait. Nous, on pense qu'il n'y a pas un grand complot qui a abouti à cette société de service. C'est clairement le consommateur aussi qui l'a voulu. Et le consommateur, c'est souvent vous et moi. En fait, on est des travailleurs, mais on est tous aussi des consommateurs. On est tous l'un et l'autre, alternativement l'un et l'autre. Et c'est un des paradoxes de la société de service, c'est que tout le monde aime être servi à certains moments de sa vie, et pour ça il faut que d'autres gens servent. C'est parfois les mêmes qui font l'un et l'autre. C'est pour ça que c'est aussi un choix de société. Et puis vous le dites d'ailleurs, la France c'est le pays aussi des paradoxes. On critique Amazon, mais beaucoup se font livrer sur Amazon justement. Oui, bien sûr, on l'a vu encore pendant les fêtes de Noël. En fait, la plupart des gens vont vous dire bon, moi je vais pas sur Amazon. C'est comme le McDo quoi. Mais là exceptionnellement, voilà. McDo, c'est pareil, là c'était quand même pratique. Voilà. C'est un registre ancillaire comme vous le nommez. Ancillaire. Oui, qui est là pour désigner la classe des services. Voilà. Allez, on part au standard 0826 300 300. Nadine est avec nous. Bonsoir Nadine. Oui, bonsoir. Bonsoir Nadine, vous habitez Libourne, en Gironde. Vous êtes vendeuse, Nadine, d'ustensiles de cuisine depuis des années. C'est du Made in France. Vous vendez majoritairement des produits fabriqués en France. Je suis travailleur indépendant, n'est-ce pas, et je commercialise des articles de cuisine depuis plus de 40 ans sur les marchés de Gironde, de Dordogne, enfin voilà. Donc si vous voulez, j'ai démarré mon activité avec 80% de produits français, que ce soit toutes des assiettes qui venaient des faïenceries de Gien, de Lunéville, etc. Nous avions énormément de faïenceries en France. Nous avions aussi énormément de verreries, sans que ce soit du cristal d'arc, c'était du verre, etc. Et des casseroles et des marmites et tout ça. Et 80% des articles que je vendais il y a 40 ans étaient fabriqués en France. Et puis petit à petit, et ben maintenant, quand j'arrive à avoir 20
20% des articles vendus sur mon étalage qui est fabriqué en France, bien que ce soit quelque chose que je privilégie et que je recherche toujours, notamment dans la coutellerie. Encore, j'arrive à trouver des fabricants sérieux et qui proposent vraiment des vrais produits. Mais si vous voulez, tout le reste, c'est de l'importation. Alors, je privilégie l'importation européenne. Ouais. Mais après, si vous voulez, il y a des choses que je ne peux pas trouver en dehors de l'Asie, quoi. Faut le dire. Eh oui. Alors voilà, tiens, on parlait de désindustrialisation. Voilà, Nadine en est la preuve vivante et elle fait bien donc ce pont entre Nadine d'il y a une quarantaine d'années sur les marchés et Nadine aujourd'hui en 2022. Tiens, que vous inspire le témoignage de Nadine, Jean-Laurent Casselli? Très super exemple. Ce que Nadine, je ne sais pas si elle peut nous dire aussi les prix des ustensiles de l'époque oui, ce et ceux d'aujourd'hui. Est-ce que les clients aujourd'hui, les Français, pourraient acheter encore du Made in France pour leur cuisine, quoi? Ouais. Alors, je peux vous dire que de plus en plus, et là on s'en est rendu compte aussi avec la Covid, il y a une telle augmentation sur les produits d'importation, c'est-à-dire que tout ce qu'on trouve d'Asie, le conteneur qui valait 2000 €, maintenant il en vaut 5000 voire 7000. Ouais. S'il arrive en France, enfin s'il arrive au port du Havre. Je veux dire que là maintenant, on est quand même en train d'assister à un rééquilibrage, puisque le coût du travail, si vous voulez, la Covid, elle a quand même apporté aussi à tous ces pays qui apportaient de la marchandise avec de la main-d'œuvre à bas coût, tous ces pays-là, ils ont été obligés aussi d'augmenter un petit peu leurs produits parce qu'ils n'avaient plus de production. Donc on a peut-être un rééquilibrage et je pense que c'est une vraie chance. Alors je suis navrée de le dire par rapport aux gens qui souffrent et qui ont souffert de cette maladie, mais je pense que ça peut être aussi un ressort pour le développement et notre réindustrialisation, parce que vraiment là on se rend compte actuellement, pour vous donner une idée, moi j'ai commandé des couvercles en verre en Espagne au mois de mars et je ne les ai toujours pas. Ouais. Alors, bon, merci en tout cas Nadine pour votre témoignage. On va se retrouver dans quelques minutes. On va parler justement, est-ce que la France peut se réindustrialiser? C'est la question qu'on va vous poser dans quelques instants. Jean-Laurent Casselli, journaliste essayiste, auteur de ce livre, donc La France sous nos yeux, co-auteur avec Jérôme Fourquet. Voilà, et Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, les vraies voies de l'emploi. On revient dans quelques minutes avec vous au 0826 300 300 tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, avec Jean-Laurent Casselli, journaliste essayiste, co-auteur avec Jérôme Fourquet de ce livre, donc La France sous nos yeux, une sorte d'état des lieux de la France. Alors, vous balayez tous les sujets évidemment, et ce soir on s'attarde sur le volet économique. On avait avec nous Nadine qui nous appelait de Gironde au 0826 300 300 il y a quelques minutes. Elle vend sur les marchés des ustensiles des cuisines et elle faisait donc cette remarque. En quelques années, elle passe de 80% d'ustensiles Made in France, voilà, fabriqué en France il y a une trentaine d'années, à 20%. Et encore, elle est optimiste d'ustensiles vendus en 2022. La question de la réindustrialisation se pose, évidemment. Est-ce que, Jean-Laurent Casselli, est-ce que la France aujourd'hui peut se réindustrialiser? Est-ce que ce n'est pas trop tard? Parce que ça va prendre du temps. Alors on a perdu du temps parce qu'on avait des savoir-faire sectoriels qu'on a perdus. Il y a l'exemple du textile qui revient souvent. Il y a des jeans made in France, de plus en plus de petites marques ou même de grandes marques en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le made in France c'est bien vu, c'est un argument aussi marketing. Les acheteurs ils sont très sensibles. Ouais. Donc souvent il y a un petit surcoût qui va avec le made in local parce que la main d'œuvre est plus chère. Mais comme l'a dit très bien Nadine, maintenant que le coût du conteneur est en train d'exploser, là aussi la plupart des gens se rendent compte, découvrent déjà qu'il y a des conteneurs en fait qui viennent jusqu'au port du Havre pour acheminer les produits. C'est des choses qu'on avait complètement oubliées en fait. Et là depuis le Covid on est en train de se rendre compte que la mondialisation c'est quelque chose de matériel en fait, et que les matières premières, le transport, tout ça, ça coûte. Ça arrive pas par magie, et je pense qu'on va se réhabituer peut-être à relocaliser une partie de la production. La question, je pense, ça va être vraiment la grosse question
question politique, c'est à quel prix et pour qui. Parce que si je prends l'exemple de l'alimentation, je prends l'exemple du textile ou d'autres encore, souvent la relocalisation va avec une certaine montée en gamme, qui est quelque chose qui est accueilli favorablement par la plupart d'ailleurs des responsables politiques à droite comme à gauche. C'est assez consensuel l'idée de réindustrialiser, mais encore une fois, c'est un peu paradoxal avec cette idée que les catégories moyennes veulent bénéficier de plus en plus d'un confort matériel important, renouveler aussi leur garde-robe, avoir un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, etc. Donc il va falloir composer entre les différentes attentes des Français et du secteur économique et des responsables. Parce que admettons, Jean Lavernet, admettons qu'on arrive à réindustrialiser, qu'il y ait à nouveau des fabrications, des usines en France, il faut aussi qu'il y ait les personnes, les Français qui y travaillent à l'intérieur. Est-ce que ça va pas être compliqué ça Mais on a tout à fait l'outillage en termes d'établissement de formation, de parcours de formation. C'est tellement vrai qu'on l'exporte aussi. On l'exporte à l'étranger. Est-ce qu'il y a l'envie ? Est-ce qu'il y aura l'envie ? Alors ça, c'est autre chose. Ouais. Il faut revoir d'un point de vue culturel un petit peu, mais on en a déjà parlé et on en reparlera. La perception des métiers. Mais d'une manière générale, et encore une fois, on parlait de. Alors, si pour revenir aussi sur ce que disait Nadine, oui, il y a la question du prix. C'est vrai que fatalement, si on réindustrialise, peut-être que ça va se traduire, et dans le livre, ça l'est dit, notamment sur les jeans, par des choses un petit peu plus chères. Ouais. Mais quand on y regarde de plus près, et c'est en cela que ce livre dit ce que nous sommes, ce que nous faisons, on dépense beaucoup pour un iPhone quand même, hein, et pour tout un tas d'autres trucs. Alors, l'idée, c'est peut-être de réorienter. Ouais. Mais ça aussi, ça prend un petit peu de temps. Chose passionnante que dit le livre aussi, parce qu'on entend nos politiques parler de globalisation, de mondialisation. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Comment ça se traduit ? Pas simplement par des choses étrangères avec lesquelles on est un petit peu plus familier. Le livre le dit. Il dit notamment quelque chose d'assez troublant. C'est vrai qu'on a un rapport à l'altérité qui a énormément changé. Aujourd'hui, quand on change de département, finalement, ou de région, on a plus ce dépaysement, cet exotisme qui était parfois un peu délicieux, faut dire les choses comme ça, en rencontrant une nouvelle gastronomie, de nouveaux accents, de nouvelles pratiques, une économie, paysage, de nouveaux modes de vie, de nouvelles architectures. Tout ça a disparu et c'est un peu tassé. On est un petit peu partout, comme on est un peu chez nous. C'est un peu triste d'une certaine façon, mais ça dit quelque chose, et ça dit aussi quelque chose du point de vue de la façon de concevoir l'économie d'une manière globale. Il y a une certaine uniformisation. C'est ça ce que démontre le livre. C'est en cela que ce livre a cela de génial, que, étant sous nos yeux, il nous le fait apparaître avec un effet loupe. Jean-Laurent Casselli, tout ce que vous décrivez dans ce livre, est-ce que vous préconisez aussi ? Est-ce que il n'est pas trop tard dans tous les domaines ? Est-ce que on peut remettre, j'ai envie de dire, la France sur des bons rails ? Ouais, déjà, elle n'est pas sur de si mauvais rails que ça. En fait, nous, on est plutôt. C'est vrai qu'on en parlait avec Jérôme avant l'émission. Parfois, les gens nous disent c'est un peu plombant quand même notre constat. En fait, nous, c'est vrai qu'on est plus dans le constat que dans la proposition. Donc peut-être ça peut désarçonner, mais en même temps, on n'a pas l'impression que les gens, le paradoxe français, on dit souvent que les gens individuellement sont plutôt satisfaits de leur situation, leurs amis, leurs proches, leur famille, leur maison. Ils disent pour moi ça va plutôt bien, mais par contre j'ai moins de confiance, moins d'espoir pour notre destin collectif. C'est un peu le paradoxe français, le bonheur privé, le malheur public ou collectif. Ouais. Voilà. Ce livre n'est ni pessimiste ni optimiste. Oui. Il est simplement réaliste. Oui. Et il nous offre la réalité. Alors moi j'ai une question. C'est vrai que on peut avoir la sensation sur un certain nombre de registres qu'il y a non pas une perte d'identité, parce que là on tomberait dans des considérations, surtout par les temps qui courent, qui peuvent être un petit peu hasardeuses. Mais en fait, oui, les repères religieux, les repères idéologiques, les repères politiques, et même les repères syndicaux, dans l'environnement professionnel, tout ce qui permettait de fédérer, de confédérer, et pour une personne de se reconnaître et de forger sa personnalité, tout cela a un petit peu disparu. De même avec l'architecture, avec la gastronomie, avec l'accent, tout ce qui est particularisant dans un être particulier, c'est un petit peu estompé avec cette histoire de globalisation. Alors, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment
un trait essentiel de notre société, sans considérer que ce soit négatif ou positif. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de vraiment essentiel de notre société d'aujourd'hui? Oui, non, mais complètement. C'est vrai que la France a beaucoup changé, et ça, c'est quelque chose que tout le monde ressent. Et je pense que nous, on le pointe aussi dans le livre. On est dans une période de transition. Du coup, comme on ne sait pas forcément vers où on va, beaucoup de gens voudraient revenir à l'état antérieur, parce qu'au moins, par exemple, voilà, ils se disent, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, on est dans cette période un peu anxiogène, c'est vrai. On a beaucoup parlé du monde d'après pendant le Covid. Il y a eu de grands espoirs, en fait, sur le fait qu'on aurait une société différente, des modes de vie différents, des rythmes de vie différents, un rapport au travail très différent. Pour certains, c'est déjà une réalité. Des gens qui télétravaillent, des gens qui ont changé de boulot, qui ont démissionné pour avoir un boulot qui ait plus de sens, qui est plus en accord avec leurs valeurs, etc. C'est pas possible pour tout le monde. Il y en a qui subissent. En fait, il y en a. Je crois que ce qu'on essaie de dire aussi dans le livre, c'est qu'il y a des gens qui subissent le changement, puis il y en a d'autres qui, en fait, en font un moteur, un atout. Et la question, c'est comment on rééquilibre tout ça, comment tout le monde peut profiter de ça. Sinon, les gens en auront peur et ils voudront revenir à ce qu'ils ont perdu. Ouais. Merci à vous, Jean-Laurent Casselli, journaliste essayiste, co-auteur donc de ce livre avec Jérôme Fourquet de l'IFOP. La France sous nos yeux, c'est aux éditions Seuil. Merci à vous, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. On va refaire, évidemment, j'imagine. Et on pourrait faire une autre émission sur ce livre. On reparlera d'un autre ouvrage sur une donnée très présente ces derniers temps, le sens du travail, les valeurs. Jean-Laurent Casselli vient d'y faire allusion. Voilà. C'est l'annonce de son retour. Vous reviendrez sur Sud Radio, Jean-Laurent Casselli. Et on sera ravis dans quelques instants. Le Loft Music avec Yvan Cugius qui reçoit